je peux, au nom du continent, également dire ici devant la presse la gratitude des Africains face à votre initiative, qui n'est pas la première. Depuis le début de cette pandémie, nous avons eu plusieurs rencontres virtuelles pour travailler sur l'accès aux vaccins, pour travailler sur la dette. Aujourd'hui, cette rencontre de Paris, qui a réuni l'essentiel du continent africain, mais également tous les membres du G20, du G7, autour du financement de l'économie africaine. Donc, grand merci pour cela. Et vous avez été très engagé dans cette cause. Mais je dois aussi féliciter l'équipe technique que vous aviez mise en place, qui a travaillé de manière efficace. Et je souhaite d'ailleurs qu'elle soit maintenue pour les enjeux qui nous attendent, qui sont des enjeux extrêmement importants avant les grands rendez-vous que vous avez indiqués, que ce soit le G7 au mois de juin ou le G20 vers octobre, ainsi que la présidence française de l'Union européenne. Donc, le Fonds monétaire, je ne peux pas ne pas le féliciter à travers sa directrice générale, Madame Kristalina Georgieva, pour l'efficacité avec laquelle et l'engagement avec lequel le Fonds monétaire également travaille et va continuer à travailler avec la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, j'allais dire, avec la SFI, mais surtout également notre banque continentale, la BAD. Monsieur le Président, vous avez indiqué, vous avez fait le résumé, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été convenu, parce que ça a été très clair et très net. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme. Il y a quelque chose de nouveau qu'il faut noter. On a habitué l'Afrique à lui concevoir des projets et des programmes et à le lui imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une co-construction de ce qu'il faut pour nous. Et c'est là, je crois que la nouveauté, et c'est pourquoi il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisque nous connaissons mieux que quiconque nos problèmes, nos difficultés. Mais il est important aussi de noter le changement de mentalité au niveau des pays développés, au niveau du G20, du G7. C'est-à-dire de comprendre que nous avons une responsabilité commune et que vacciner ses propres populations pour les pays industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. C'est évident que si nous continuons la tendance actuelle où les Africains seront à 2%, 3% de vaccinés, il se développera sur le continent africain des variants extrêmement résistants qui remettront en cause complètement l'efficacité des vaccins dans quelques mois, dans quelques années. Ce qui veut dire que tant qu'il y a encore la circulation du virus sur la planète, quelque part, la planète n'est pas en sécurité. Cette prise de conscience, je l'ai notée, non seulement avec enthousiasme au niveau du président Emmanuel Macron, mais je l'ai noté par l'intervention de l'ensemble des dirigeants du G20. Et c'est pourquoi nous devons maintenant, tambour battant, faire en sorte que dans ces prochains rendez-vous, que les mesures arrêtées soient réellement mises en œuvre. Et ces mesures, c'est d'abord, nous disons qu'il faut changer le cadre dans lequel nous évoluons depuis toujours. C'est un corset qui ne tient plus parce qu'il n'est plus adapté. Le contexte l'a prouvé. Il faut plus de dépenses publiques, d'abord pour des raisons médicales, la résilience sanitaire. Il faut acheter les vaccins. Il faut que, malgré l'effort de l'initiative COVAX, que nous ne cesserons jamais de saluer, parce que sans cette initiative, d'ailleurs, beaucoup de pays n'auraient pas eu le moindre vaccin. Le moindre vaccin. Mais on le sait, ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'AVAT vienne renforcer et que les États eux-mêmes achètent grâce à des mécanismes, évidemment, qui seront mis en œuvre par tout ce qui a été discuté cet après-midi. Nous avons aussi dit qu'il faut que l'Afrique puisse produire les vaccins. Et là, je suis heureux de constater que depuis plusieurs mois, j'ai moi-même personnellement fait des rencontres à Bruxelles. Nous avons rencontré la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, nous avons rencontré la SCV, nous avons rencontré aussi au plan bilatéral la France, l'AFD, qui est engagée également
même les États-Unis, avec DFC. Tout le monde est mobilisé pour que l'Afrique puisse produire ses vaccins. Ça veut dire qu'il faut lever les contraintes qui s'opposent à la production des vaccins sur le continent. Et nous ne sommes plus loin, et comme on l'a vu également, d'autres pays comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, je pense, sont également engagés dans le processus et il faudra certainement aller au-delà. Les DTS ont occupé une part importante de ce dialogue parce que le président l'a bien dit, 33 milliards pour 55 pays, 1,2 milliard habitants, c'est une goutte d'eau. Évidemment, c'est la part qui nous revient, de par le mécanisme qui a été mis en place depuis longtemps. Et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi? D'abord, d'acter, comme l'a dit le président Macron, de flécher pour l'acquisition des vaccins. Ça, c'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre. C'est une urgence sanitaire qui ne peut pas attendre, mais également d'assurer le financement de la relance économique sur le continent. Puisque si le continent n'assure pas sa relance, évidemment, les perturbations, les problèmes vont s'accentuer et la destruction sera inévitable. On ne parle même pas du terrorisme qui est en train de déstructurer le continent, mais la jeunesse a besoin de formation, d'emploi, elle a besoin de relance. L'économie elle-même, les secteurs ont besoin d'argent. Donc cet argent devra, en toute transparence, bien sûr, avec des mécanismes convenus, à travers le schéma que le Fonds nous proposera, les institutions multilatérales, la Banque mondiale, la Banque africaine, nous pourrons assurer le financement de la relance, restructurer et alléger la dette commerciale, puisque c'est là aussi, c'est là où le bas blesse, cette dette commerciale. Et il faut trouver le mécanisme tel que, en tout cas l'Europe l'a fait, tel que les États-Unis l'ont fait, la Chine et tous les grands pays. Il faut que l'Afrique également bénéficie de son propre mécanisme africain que nous allons aussi co-construire avec nos partenaires de l'Europe, mais également des pays du G20, afin d'assurer vraiment la relance sur le continent. Donc je vais peut-être attendre les questions, puisqu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement à saluer, notamment l'engagement pour que 40% d'Africains soient vaccinés grâce à l'initiative COVAX, renforcée, que les pays qui bloquent également les vaccins, dont ils n'ont pas besoin, qu'ils puissent les libérer immédiatement afin que les pays africains et d'autres pays qui sont comme l'Afrique puissent accéder à ces vaccins. Donc, au total, je pense à un nouveau départ pour ce New Deal qui va être une sorte de traité de la croissance africaine, mais aussi un traité pour la paix en Afrique. Que sans la paix, on ne peut pas parler de croissance. Et sur tous ces sujets, vraiment, grand merci Emmanuel pour ta contribution très remarquée. Merci, Président. Une question pour le président Macky Sall et une autre pour le président Emmanuel Macron. Alors, Monsieur le Président Macky Sall, depuis le début de la pandémie, vous avez accentué votre plaidoyer sur la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale. Alors, en tant que coparrain de ce sommet, aujourd'hui, quelles sont les réformes prioritaires pour soutenir les efforts d'émergence du continent africain? Monsieur le Président Macron, l'initiative, nous l'avons vu, a été saluée unanimement. Alors, quel sera le mécanisme de suivi pour la promotion et la mise en œuvre des conclusions issues de ce sommet? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur le plaidoyer, vous l'avez dit, ce que j'appelle par réforme prioritaire sur la gouvernance mondiale, c'est que nous avons un cadre macroéconomique qui est un cadre, j'allais dire, convenu, même si c'est une convenance un peu forcée, parce que les pays, en réalité, n'ont pas tellement le choix. C'était des règles fixées, parfois même avec beaucoup de conservatisme. Ces règles, c'était quoi? Il fallait avoir un cadre de déficit qui soit de 3%. Dès que vous étiez à 3,5%, 4%, c'était déjà une grande bagarre avec le Fonds monétaire parce qu'il y a des accords sur la surveillance multilatérale. Et pour aussi la solidité de nos monnaies, qui sont, évidemment, nous avions ce corset-là.
L'autre aspect, c'est que non seulement le déficit devait être de 3%, mais nous ne pouvons pas aller en endettement au-delà de 70% de notre PIB. Alors que, si vous ne pouvez pas vous endetter pour l'investissement public, alors que nos États sont en état de développement, tout est à créer et l'État est quasiment le seul agent économique qui doit construire les écoles, faire les routes, faire l'eau, voilà, donner les bourses aux étudiants, qui doit tout faire. Nous avons noté que Bâle 4 a renforcé, Bâle 3, Bâle 4, avec la dette contingente, où même nos sociétés nationales qui font de la prestation ou qui acquièrent des actifs, tout cela est mis sur l'endettement de l'État. Donc atteindre les 70% devient extrêmement facile. Et au fond, même si on nous donnait ces DTS, si on ne change pas ce cadrage, il est évident que nous ne pourrons pas même le consommer, même pour acheter des vaccins. Donc il est vital que ce cadre puisse changer. Bien sûr, nous devons nous engager aussi en tant qu'Africains sur la mobilisation de nos recettes internes, sur la transparence budgétaire et sur les efforts que nous-mêmes, nous sommes obligés de faire pour pouvoir mériter la confiance que nous demandons à nos partenaires. Mais c'est des deux côtés. Ensuite, il y a les procédures. Des procédures ont été bâties au nom de la transparence. Moi, je voudrais dire que la célérité n'est pas en opposition avec la transparence. Donc, on ne peut pas considérer que tout ce qui ne passe pas par des procédures administratives, voire bureaucratiques, n'est pas transparent. À ce niveau, il y a des efforts internes chez nous, la digitalisation de nos administrations, c'est devenu incontournable. Mais il faut également que du côté des partenaires, qu'on puisse accepter de construire ensemble des procédures communes convenues afin que les ressources mobilisées soient réellement consommées. Puisque dans la plupart des portefeuilles avec nos partenaires, rarement on dépasse 10% de décaissement. Pourquoi? Rarement. Il y a de gros montants qui sont signalés, mais qu'on n'arrive pas à engager parce qu'il y a les non-objections qui prennent du temps, il y a des procédures qui sont impossibles. Et chaque bailleur a ses procédures. Il faut donc harmoniser. C'est pourquoi ce cadre est important pour que tous ceux qui acceptent ce New Deal avec l'Afrique puissent au moins s'accorder également sur les procédures. Voilà en résumé ce que j'appelle, entre autres, en tout cas, la réforme de la gouvernance mondiale sur les questions budgétaires majeures. À l'endroit de nos amis de la RDC, que nous avons eu les mêmes problèmes au début avec tous les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, à date d'hier, nous étions à 420 000 injections sur une population de 16 millions. 700, c'est autour de 4%, 3,7 à 4%. Il y a moyen encore de faire comprendre à l'ensemble des Africains que le salut passe par le vaccin. Il n'y a pas d'autre alternative. Et qu'il ne peut pas y avoir de relance si les gens sont malades ou si la Covid est encore là. Le président l'a bien dit. Donc c'est difficile, mais il faut continuer. Et il y a des pays, il y a des Africains qui veulent se vacciner et qui n'ont pas le vaccin. Donc ceux qui l'ont, au moins, qu'ils essaient de comprendre. Chez nous, on cherche les vaccins. Donc il faut vraiment que nos amis congolais prennent ça, que le président continue à plaider. Je sais que c'est difficile. Bien sûr, bien sûr.